Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissançantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live ocytocique. Cette fois-ci, on rencontre Azilise avec son magnifique récit de naissance. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte. Habituellement, j'accompagne les familles en tant que doula et aujourd'hui, je m'occupe de moi. Coucou Azilise. Salut. Coucou Charlotte. Voilà. Alors, je me disais, j'espère que je vais pas donner le mal de mer aux gens qui vont regarder la vidéo parce que je suis en train de bercer en même temps. T'es sur le ballon. Donc ça fait quelques petites secousses là. C'est parfait. Bon, normalement, au moins, ça devrait le tenir vraiment calme pendant notre échange en tout cas. D'accord. Et en même temps, si on fera avec ce qui est vivant, voilà. Avec ce qui voilà. C'est ça. Alors, comment tu te sens ce matin? Écoute, ça va bien. La nuit a été, comme je dis à Julien en ce moment, une bonne nuit de bébé. Mais du coup, voilà, je suis un peu fatiguée, mais ça va. En tout cas, merci vraiment d'être là ce matin. Je te l'ai déjà partagé, hein, parce que c'est un vrai enthousiasme de pouvoir t'accueillir et de recevoir au final toute cette ocytocine. Merci. Moi, j'ai découvert les échanges que tu avais déjà fait avec d'autres parents, les lives ocytociques, et je trouve ça vraiment chouette le principe. Donc, merci à toi. Merci. Je prends. Alors, ce que je te propose, c'est je vais te laisser te présenter comme ce qui est juste pour toi. Et si tu es OK aussi de nous partager ce que tu aimes. Voilà. Oui, ça marche. OK. Alors, je m'appelle Azilise, j'ai 27 ans. J'habite à Rennes avec mon chéri Julien, notre premier enfant Liana qui a 4 ans, bientôt 4 ans et demi. Et un petit bébé qui a rejoint notre foyer il y a tout juste un mois. Voilà. Moi, dans la vie, je m'occupe je m'occupais jusqu'à maintenant uniquement de ma fille, maintenant de mes enfants, parce que ma fille est en instruction en famille. Et à côté de ça, j'ai une petite activité en tant que graphiste, illustratrice. Et voilà. Et puis, ce que j'aime dans la vie, notre vie de famille, c'est déjà pas mal. Et puis, justement, tout ce qui est autour de la parentalité, les sujets qui gravitent autour. En tout cas, Julien et moi, ça nous a vraiment ouvert une porte, on va dire, avec l'arrivée de notre premier enfant sur ce monde-là de la parentalité. On est vraiment passionnés par le sujet. Et puis, sinon, le dessin. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. C'est trop chouette. J'ai vu d'ailleurs ton illustration pour le mois de février avec tous les légumes de saison. J'aime beaucoup. Je l'ai enregistré. C'est notre petite tradition. On met ça tous les mois sur notre compte. Ouais. Mais bon, du coup, voilà, ça prend du temps de s'occuper des enfants à temps plein. Donc, il y a plein de choses que j'aimerais faire, qu'on aimerait faire tous les deux. Mais voilà, forcément, ça prend un peu plus de temps quand on est dédié à ses enfants jour et nuit aussi. Oui. Voilà. Super. Alors, comme sur la petite présentation, voilà, j'avais mis rencontre avec Azilise. Oui. Et donc, vous avez cheminé pour
une naissance non Oui, assistée. Enfin, oui, c'est comme ça qu'on le nomme. voilà. Euh, j'avais très à cœur que tu nous partages quel a été ton cheminement et peut-être votre cheminement, mais plus particulièrement le Ouais. tien. Voilà. Qu'est-ce qui fait Ouais. que... Eh bien, pour tout te dire, notre cheminement, il a été assez riche parce qu'on est vraiment passé par plusieurs phases, je dirais. Euh, Notre première fille, du coup, elle est pas née de la même façon. Elle est née à l'hôpital. C'était une naissance physiologique, etc. Mais ça s'est très très bien passé. Et bah, comme je disais, notre premier enfant nous a vraiment ouvert les portes sur un monde qu'on ne connaissait pas. Donc pour moi, c'est important de parler d'elle avant de parler de notre tout nouveau bébé parce que elle a initié quelque chose. Et en fait, depuis mon premier accouchement, je savais que j'aspirais qu'à une chose, c'est à encore mieux. Et ayant donné naissance dans un hôpital, dans une salle physio, voilà, j'avais eu en tout cas une belle expérience de ce que pouvait être une naissance respectée, mais dans le milieu hospitalier. Donc, il y avait encore quelque chose pour moi qui pouvait être amélioré, c'était le lieu. Et ça, je me souviens l'avoir dit à Julien, vraiment, je pense, bah, le lendemain de sa naissance, j'avais dit, bah, c'est super, on était à fond dans notre récit de naissance qu'on se refaisait. Et puis je lui disais, mais à refaire, bah en fait, il y a juste l'hôpital qui pourrait modifier, quoi. Donc, c'était plus ou moins prévu, on va dire, que notre prochain enfant bah, viendrait si tout se passait bien pendant la grossesse à la maison. Donc, on s'était renseigné, enfin, moi, je m'étais renseignée même avant d'être enceinte sur l'accouchement à domicile. Mais bah voilà, comme beaucoup de personnes le savent, il y a très peu de sages-femmes qui proposent l'accompagnement pour énormément de familles qui en font la demande, on va dire. Du coup, j'avais quand même trouvé un super binôme à 1 heure de chez nous. Et bah, j'étais prête à faire tout le suivi avec elle. Et en fait, c'était, comment dire, c'était en parallèle, je me renseignais beaucoup sur l'accouchement non assisté. J'étais sur beaucoup de groupes d'échanges. C'est quelque chose qui me fascinait beaucoup. Et, euh, et je pense qu'intérieurement, c'est vraiment ce que je préférerais en fait. Tout en me disant que bah, mon compagnon ne serait pas forcément prêt. Donc on en a discuté. Lui avait eu une première réaction qui m'avait semblé être assez hermétique. Donc je m'étais dit, bon, bah clairement, ce sera pas pour nous, mais c'est pas grave. Ce sera quand même une naissance à la maison autrement. Et puis en fait, bah, le terme de ma grossesse était prévu pour bah, fin d'année, aux alentours de Noël. Donc Tu mon as vu le mari, oui, commentaire de il Julien? précise, il précise, ouais. Mon mari, pardon. Mais du coup, vu que mon terme était prévu pour aux alentours des vacances de Noël, bah en fait, elle n'était pas disponible à cette date-là pour être à mes côtés. Donc elles m'ont proposé de m'accompagner pendant toute la grossesse, mais elles m'ont prévenu dès le début qu'elle serait pas là. Et en fait, bah moi, ça m'arrangeait totalement parce que je me suis dit, bah parfait, en fait, ça va être plus simple pour expliquer à Julien que qu'on se lance pas vers un accouchement non assisté, parce qu'on est accompagné mais de loin, mais finalement, ça y ressemblera quoi. Et donc c'était prévu qu'en fait, elles nous suivent, mais que j'accouche à la maison toute seule avec bah, au sein de mon foyer. Et puis que je trouve quelqu'un pour faire les visites postpartum. Donc voilà, ça a débuté comme ça. Et puis bah, finalement, en cours de route, ce fabuleux binôme a cessé son activité. Euh, et en fait, donc j'étais très peinée pour elle. C'était vraiment au tout début de notre suivi, hein. On avait eu deux rendez-vous préalables, on va dire, avec elle. Et j'ai été très peinée pour elle. Et en fait, intérieurement, bah, c'était une super bonne nouvelle, en fait, pour moi. Parce que je savais que Julien, il avait fait intérieurement, je pense, enfin, je vais pas parler à sa place, mais je pense qu'il s'était motivé, on va dire, pour m'accompagner en accouchement à domicile, etc. Et puis je me disais que c'était plus simple pour lui de franchir le pas maintenant bah, de l'ANA, de l'accouchement non assisté.
Donc ça s'est fait facilement parce que je lui ai juste dit que bah, voilà, on en était là, qu'on n'avait plus de sage-femme et que j'étais très contente de ça et que du coup je tenais vraiment à mon projet et en fait il a eu l'ouverture d'esprit, on va dire, de me dire bah en fait c'est toi qui portes l'enfant, c'est toi qui accouches donc c'est toi qui dois décider. Et je m'attendais pas forcément à cette réaction. Donc je l'ai un peu pas poussé dans ses retranchements, mais je l'ai vraiment beaucoup questionné pendant un moment en lui disant, mais je veux pas que tu fasses le choix pour moi et uniquement pour moi. Je veux que ça soit un choix vraiment quand même de couple, parce que si au fond, sans me le dire, tu nourris des craintes, bah je le ressentirais en fait le jour J. Et je sais que ça peut impacter la naissance. Donc euh, donc voilà, on en a beaucoup parlé et puis j'ai senti qu'il était finalement aussi partant que moi et ça a commencé comme ça en fait. De fil en aiguille, c'était pas prévu et puis on en est arrivé là à cette grossesse qui s'est fabuleusement bien passée. Euh, du coup, très loin des suivis réguliers, on va dire, des suivis médicaux réguliers. Jusqu'à une naissance, peut-être que je vais raconter. Vraiment parfaite quoi. Il y a eu beaucoup d'imprévus, mais c'était parfait. Hmm. Alors, si t'es OK, il y a quelqu'un qui a posé une question. Oui. Alors je vais me défiler. Alors, as-tu eu des craintes à un moment donné que cela ne se passe mal et d'être seule à ce moment? Comment as-tu géré cela? Alors est-ce que j'ai eu des craintes? Oui, il y a eu des périodes où j'ai eu des craintes, mais en fait elles ont été amenées, je dirais, par l'extérieur, qui était craintif. Moi, je n'ai pas été craintive, je dirais à une seule seconde en fait. Je suis partie du principe que j'écouterais mes émotions, que j'essaierais d'être le plus connectée possible à mes ressentis, et que si je sentais à tout moment qu'il y avait quelque chose que je maîtrisais plus, une quelconque angoisse en fait, j'étais inscrite dans une maternité, parce que les sages-femmes, c'était ce qu'elles exigeaient pour l'accouchement à domicile qui était prévu à la base. Donc j'étais inscrite dans une maternité, et puis je me suis dit, bah voilà, si je change d'avis, même au tout début du travail, j'y vais en fait. Et puis nous, on habite à Rennes, euh, on est vraiment en ville. Il y a, je crois, 3 maternités vraiment très très proches de chez nous, à moins de 15 minutes, je dirais. Donc voilà, ça m'a aussi rassurée quoi, de me dire, en fait, je ne suis pas contre le milieu hospitalier. Euh, Si j'ai des craintes, je peux toujours changer d'avis. Donc voilà, j'ai pas eu de craintes particulières, si ce n'est, comme je dis, des craintes initiées par l'extérieur. Donc j'ai pas mis beaucoup de personnes au courant de notre projet, parce que je voulais quand même vraiment protéger nos choix, que je savais vraiment à contre-courant pour beaucoup de personnes. Mais les quelques personnes avec qui on en a parlé, nos proches, oui, on a eu des réactions très très différentes et forcément, le stress, ça se transmet. Enfin, moi, en tout cas, j'y suis sensible. Donc, il y a eu des moments, surtout à la fin, où vraiment ça commençait à être un petit peu lourd. Ouais. Ouais. Mais je me souviens pourquoi pourquoi j'avais fait ce choix. Et puis, encore une fois, je me suis vraiment recentrée sur moi à plusieurs moments et en fait, tout allait bien. Donc, il n'y avait pas de raison d'être alarmiste à aucun moment, quoi. Hmm. Et là, moi, il y a une question qui monte, c'est Ouais. justement avec ces proches qui te partageaient, on va dire, leurs craintes, leurs Mm. inquiétudes et leur stress. Mm. Euh, Quelle a été ta, je vais dire stratégie, mais ta manière de faire justement pour, j'imagine te recentrer, en tout cas pour prendre soin de toi, de ta famille et de ton projet? Comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est deux choses. Déjà, plus j'arrivais à la fin de ma grossesse, moins j'étais au téléphone. Ou alors plus je choisissais d'être au téléphone avec les personnes que je savais euh, qu'elles allaient me porter, on va dire, et m'encourager. Mais les personnes pour lesquelles je ressentais qu'il y avait du stress, en fait, je laissais Julien gérer. Donc les dernières semaines et surtout les derniers jours, parce que j'ai eu un dépassement de terme, donc ça a rajouté au stress des personnes. En fait, j'étais plus du tout au téléphone.
Julien gérait ça, on va dire. Même si du coup, voilà, j'entends toujours les communications, je l'entends lui parler. Euh, je me disais que c'était plus mon affaire, on va dire. Et puis la deuxième chose, c'est que pendant toute la grossesse, j'ai beaucoup communiqué, on va dire, avec mon bébé dans mon ventre. Euh, j'ai vraiment verbalisé, d'ailleurs, soit en parlant comme ça à voix haute quand j'étais seule, soit intérieurement, un peu sous forme de méditation, je dirais, chose que j'avais déjà l'habitude de faire. Et ben en fait, je lui parlais, je lui disais beaucoup de belles choses, je lui disais que tout allait bien se passer. Et en fait, eh ben, j'avais des retours. Je ressentais un apaisement assez incroyable. Euh, j'ai fait pas mal de rêves aussi de ce bébé. J'ai rêvé plusieurs fois de la naissance, qui se passait bien. Donc pour moi, c'était vraiment des signes en fait que m'envoyait mon corps, que m'envoyait notre fils, pour me rassurer en fait, pour me dire bah en fait tout va bien. Et Mhm. ça m'a permis de me connecter à lui. Pour moi, il y a eu un réel échange en fait, un réel. Enfin, je le dis à Julien à plusieurs reprises. Je trouve que lui, il a été courageux dans mon ventre en fait, ce petit bébé, parce qu'il m'a transmis beaucoup de choses qui m'ont permis de mener ce projet. Si j'avais pas eu cette sérénité qui me venait de je ne savais où en fait, j'étais vraiment très 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 sereine. Si j'avais pas eu ce sentiment-là, je pense pas que j'aurais choisi de donner naissance entre nous en famille à la maison. Mhm. Il y a vraiment eu une belle communication, on va dire, qui s'est installée in utero. Voilà. Magnifique. Ah là là, c'est beau. Ouh. J'adore. Merci. Il y a eu Après, il y a une autre. Oui, dis-moi. oui, non, pardon. Non, j'allais dire, il y a des personnes qui ont écrit à ce sujet, qui, je trouve, posent mieux les mots que moi sur cette communication qu'on peut avoir avec notre bébé quand il est encore dans notre ventre. Je pense à Cécile du conte que tu connais peut-être, The Zèbre, ou Zèbre Famille, je crois maintenant, Famille Zèbre. Euh, Elle en parle pas mal et elle m'a été d'un beau soutien d'ailleurs les tout derniers jours. Et en tout cas, si ça intéresse certaines personnes, j'invite vraiment à lire ce qu'elle a écrit parce que quand je l'ai lu après coup, je me suis dit, bah, c'est exactement ça. En fait, on n'en parle pas assez aux femmes du fait qu'elles puissent juste fermer les yeux et puis parler à leur bébé dans leur ventre. Et ça aide énormément en fait à vivre tous ces moments de chamboulement en fait en bien, en moins bien à la fin de grossesse parce qu'il y a tout qui se mêle en fait, Mm. tout. Donc voilà, c'est une petite parenthèse, mais en tout cas, si ça intéresse certains, je Je le l'invite à mettrai, lire. tu sais, en commentaire en dessous, le nom du compte, comme ça les personnes Ouais, pourront y aller ouais, directement. ouais. Mm. Alors, la personne justement à qui posait la question, elle te remercie et elle Mais avec plaisir. demande le fait de savoir que tu as accouché physiologiquement t'a aidé dans cette décision. Oui, 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 clairement, clairement, oui. Le fait que ce soit un deuxième enfant aussi, j'avais déjà conscience que j'étais capable de le faire. Et puis, oui, pour notre premier enfant, bah, c'était un accouchement, du coup, bah, sans péridurale. Donc, je savais que j'en étais capable. Je connaissais la douleur qui peut changer. Hein. On a tous un rapport différent à la douleur. Et puis, en plus, ça change, ce rapport différent. Mais j'avais conscience que je pouvais le faire. Que, que je ne devais rien au corps médical, en tout cas pour la première naissance. Parce que, comment dire? Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, moi, je suis quelqu'un d'assez réservé à la base. J'ose pas toujours dire ce que je pense quand on va contre mes principes, contre mon avis. À la base, maintenant ça a un peu changé, mais à la base, je laisse couler en fait. Quitte à me mettre un peu en retrait, est-ce que ça m'impacte? Mm. Et donc du coup, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, eh ben, j'ai accepté le suivi lambda. J'ai accepté que la sage-femme soit intrusive, même si elle a été plutôt douce, mais intrusive quand même. Voilà, les touchés vaginaux, je savais pas qu'on pouvait refuser ça. Des choses assez classiques, on va dire. Et en fait, je me suis découverte une force pendant cette première naissance. Je suis arrivée à la maternité, je savais que ça allait être rapide et pourtant la sage-femme qui était de garde m'avait dit bah non en fait ça va prendre plusieurs heures, c'est un premier accouchement donc elle m'a un peu laissée de côté, ce qui a joué en ma faveur parce qu'en fait j'ai fait tout mon travail seule tranquillou et puis en fait je l'ai un petit peu
peu secouée, on va dire, à plusieurs reprises pour lui dire, bah, en fait, non, là, je sens que ça vient maintenant, pas dans 3 heures, c'est maintenant. Elle me disait que non, que je savais pas. Elle essayait de m'orienter vers des poussées dirigées que j'ai refusées. Donc, en fait, elle allait se dire, bah, elle fait n'importe quoi à sa façon. Mais voilà, en fait, ça s'est tellement bien passé, ça a été tellement rapide, tellement beau. Euh, la douleur, j'en ai aucun souvenir. Enfin, ça a été en fait vraiment un accouchement de rêve en milieu hospitalier. Mm. Et, euh, et en fait, bah, le sentiment que ça m'a laissé, c'est, bah, en fait, t'es venu, mais pourquoi? On t'a donné des conseils qui, si tu les avais suivis, t'aurais mis en difficulté. Donc en fait, bah, ma fille, tu sais faire tout toute seule, quoi. Ça m'a- Non mais c'est vrai, ça m'a vraiment confortée en mon pouvoir de donner naissance, en fait, tout simplement. Mm. Donc oui, cette première expérience, elle m'a vraiment portée pour la seconde, Oui, complètement. c'est ça. C'est que Mm. ça, au final, parce que la question continue avec aurais-tu pu faire le même choix de naissance sans première expérience d'accouchement? Et là, ce qui Mm. me vient, c'est qu'au final, c'est vraiment un cheminement. Ouais. T'as ouvert une première, enfin, avec cette première naissance avec ta fille, vous avez ouvert une première porte Mm. qui fait que vous avez pu aller vers cette deuxième porte. Complètement. Mm. Complètement parce que il y a ça, puis il y a aussi le rapport au corps qui change. Euh, les tabous peut-être aussi qui peuvent changer parce qu'on a beau être en couple, Julien et moi, et ben euh, je pense pas que j'aurais été à l'aise à l'idée qu'on soit seuls l'un et l'autre. C'est bizarre hein, de dire ça, mais que ce soit nous qui gérions je sais pas, le sang, la vue du sang, le placenta. Enfin, voilà, c'est des choses qu'on balaye vite, qu'on nettoie vite, qu'on n'a pas à gérer en fait à l'hôpital. Donc jamais de la vie pour un premier, pour une première naissance, j'aurais eu le courage, on va dire, de m'y intéresser, tout simplement. Mm. C'est vraiment après que je me suis renseignée sur tout ça et que je me suis rendu compte que bah, qu'en fait on en était capable, que si une grossesse se passait bien, il n'y avait pas de raison d'aller à l'hôpital si on ne le voulait pas. D'ailleurs, ma fille me l'a souvent dit là pendant ma grossesse. Elle était assez choquée en fait de savoir qu'elle était née à l'hôpital. Pour elle, les bébés ils naissent à la maison. C'est une norme. Avant même qu'elle l'ait vécu, en fait, pour elle c'était une norme. Et elle m'a dit, mais en fait, pourquoi on va à l'hôpital si on n'est pas blessé? J'ai dû lui expliquer un petit peu. Voilà. Oui, on a le droit Ouais. d'accoucher à la maison de manière non assistée, en fait. Et d'un côté, vaut mieux parce que quand le bébé a envie de sortir, Mm. il sort là où on est. C'est ça. Donc, oui, oui, oui. En termes de possibilités de lieux de naissance, voilà, il y a les maisons de naissance, il y a les plateaux techniques, il y a les maternités niveau 1, 2, 3. Et il y a la maison de manière assistée ou non assistée, parce que comme tu disais tout à l'heure, voilà, il y a pas, malheureusement, il y a trop peu de sages-femmes Mm. qui, qui font ce choix parce que Ouais. elles ont des conditions de travail vraiment très difficiles. Mm. Voilà. Après, je pense que j'avais lu un post que j'avais trouvé vraiment très juste, pas longtemps d'ailleurs avant mon accouchement, comme quoi, bah, en fait, une femme qui accouche de façon non assistée dans sa voiture ou chez elle parce qu'elle n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à la maternité, bah, en fait, c'est vraiment vu comme quelque chose de louable, on applaudit des deux mains, enfin, voilà. Et par contre, quand c'est prévu, bah, c'est très mal vu. Et c'est quand même étonnant, c'est vrai, cette notion. Et moi, il y a certaines personnes dans notre entourage, en fait, qui ont pas forcément compris ce choix parce qu'ils ont cru que c'était un choix par défaut parce que les sages-femmes nous avaient abandonnés, on va dire. Alors que pas du tout. C'est surtout que je voulais faire ça en premier choix, mais je me l'autorisais pas parce que c'est tellement vu comme quelque chose en marge. On nous laisse tellement croire qu'on n'a pas le droit, justement, que c'est illégal. On m'a plusieurs fois dit, mais c'est pas illégal, que bah, on se le permet pas, en fait. Alors, il y a Une deux question questions là suivante. Ouais. qui se correspondent. Après, je fais la gardienne du temps. Voilà, après, on passe au récit. Donc, c'était donc hop,
Donc c'est Seven and April, Oui, celle qui a pris la photo que j'ai mise oui, c'est ma pour parler copine. de ce live, qui dit qu'elle est extrêmement fière de vous et Ouais, c'est qui demande gentil. comment ça se passe la déclaration du coup. Et par la suite, il y a également une autre personne qui dit ben justement comment on fait pour déclarer sans sage-femme. Mm. Bah, en fait, nous, ça a été un gentil petit parcours du combattant qui a duré heureusement pas trop longtemps. Mais en fait, on s'était renseigné pendant toute la grossesse sur ces détails-là qui n'en sont pas la plupart du temps. On savait qu'on était en droit de que le papa était en droit en fait d'écrire un papier, voilà, en disant bah j'ai assisté ce jour à telle heure à la naissance de mon fils. Enfin, voilà, de faire la déclaration manuscrite lui-même, de la porter à la mairie. Et normalement, ça doit être accepté et voilà, ça doit être accepté comme tel. Sauf que j'avais lu que ça, c'est dans les c'est ce qui est écrit, mais après Voilà, il y a dans la le point de vue réalité. légal. Voilà, ça c'est ce qui est censé être fait à chaque fois, sauf qu'en réalité, bah voilà, la plupart des mairies n'acceptent pas parce que eux-mêmes pensent que c'est illégal, souvent. Donc la méconnaissance elle est vraiment énorme. Et sinon, bah, ils sont juste très désemparés parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Donc ils savent pas comment s'y prendre. Donc nous, on a été dans ce cas-là. Julien est allé déclarer notre fils le lendemain. Et en fait, il est tombé sur une dame très sympa, hein, mais qui était complètement désemparée. Et il avait beau lui montrer le texte de loi, etc. Bah, en fait, elle a dit bah ouais, c'est bien gentil, mais nous on l'interprète, on sait pas comment l'interpréter. Et en fait, elle a téléphoné au procureur, qui lui-même, je pense, était embêté. Et en D'accord. fait, lui a dit qu'il y avait trois solutions qu'elle pouvait nous proposer. Soit d'aller en maternité pour bah, faire constater la naissance qui avait eu lieu. D'accord. Donc je m'étais dit ça va être un peu délicat d'y aller après coup. Et en plus, rajoutons un sac, notre bébé c'était un bébé lotus, donc il était connecté à son placenta. Donc voilà, c'était un peu fort de café, je pense, pour certaines personnes. Donc il y avait soit ce choix-là qui s'offrait à nous, soit que l'on vienne tous ensemble à la mairie. Bah encore une fois, voilà, en plus le contexte actuel, il donne pas trop envie d'aller avec un nouveau-né dans un lieu public. Euh, et puis la troisième chose qu'elle nous a proposée, c'était qu'elle vienne, elle, avec un élu de notre ville, de la ville de Rennes, constater la naissance à la maison. Donc, bah, autant se dire que j'étais un peu mal à l'aise parce que j'imaginais pas forcément comme ça mes premiers instants. C'était pas dans mes projections. Mais je me suis dit que ça pouvait être un point fort pour nous, en fait, d'avoir une personne de la mairie avec un élu qui vienne, qui constate qu'on avait mais rien à cacher, que tout le monde allait super bien, parce que je sais que les enquêtes PMI sont assez courantes dans ces cas-là, et je me suis dit, bah voilà, au moins on montre pas de blanche dès le début. Et puis, en fait, on est tombé sur deux personnes très sympas qui ont été intriguées par le bébé lotus, hein, même si on voit pas le placenta, il est tout caché, mais ils ont été intrigués, ils ont posé des questions, mais de façon très, très intéressée, très sympa. Et puis voilà, ils sont repartis avec, avec leur constatation. Donc ça s'est fait en 2 jours, quoi. Voilà. Mais j'espère qu'on a peut-être débloqué quelque chose pour notre ville, je sais pas. Donc voilà, ça n'a pas été super évident, mais en tout cas, on n'a pas eu de jugement, on va dire, négatif, quoi. D'accord. Alors, Alixir, j'ai vu ta question. C'est juste que, vu que je suis, on va dire, la garante du timing et que le live ne dure qu'une heure, je vais inviter Azili à se lancer dans son flot de récits de naissance et je garde ta question et je lui poserai après. Voilà. Oui. Bah oui, puis en plus, Alors, moi, je serais trop contente de répondre à plein de questions, de parler 150 fois de mon histoire, mais j'en suis trop fière. oui. Alors, par où est-ce que tu aimerais commencer pour ce récit de naissance? Par où je commence? Bah, je pense que je vais peut-être parler justement de la latence juste un petit peu avant la naissance pour expliquer peut-être un peu comment c'était dans ma tête à ce moment-là. Donc du coup, notre petit bébé, Aylan, est né 8 jours post-terme. Donc moi, j'étais, comme je te disais, très 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 sereine pendant toute cette grossesse. J'étais très à l'aise avec un possible dépassement de terme. Je l'ai même souhaité intérieurement. Mais voilà, à la fin, ça a été lourd.
Les avis extérieurs m'ont vraiment pesé, etc. Et 2 jours avant sa venue, eh ben, je suis allée à la maternité où j'étais inscrite pour, pour voir si tout allait bien. Tout allait très bien. Je suis retournée le lendemain parce qu'ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'il fallait absolument revenir. Et là, on a commencé à me parler de césarienne, de déclenchement avec de l'ocytocine de synthèse. Enfin, voilà, ça m'a vraiment sorti de ma bulle de façon assez violente ce dernier jour-là. Euh, mais je suis repartie avec énormément de doutes. J'ai beaucoup, beaucoup pleuré le dernier jour. Beaucoup. Et je me disais, bah, tout va me filer entre les doigts, c'est pas possible, c'était si beau. Enfin voilà, ça va pas se finir comme ça. Et puis en fait, bah, je suis rentrée chez moi encore, donc parce que tout allait bien. Et, euh, et en fait, je me suis dit, attends, rappelle-toi tout ce que tu as vu, parce que j'avais fait la formation, tu sais, Quantique Mama. Je me suis dit, bah, rappelle-toi ce que tu as vu. Quelquefois, c'est aussi signe que bah, la naissance approche, en fait. Ce moment où tu craques, où tu pleures, où t'en peux plus, enfin, cette latence interminable, peut-être que c'est bon signe aussi, en fait. Et en effet, bah, la nuit de ce deuxième rendez-vous en maternité, euh, j'y croyais plus du tout. Comme je disais à Julien, je m'imaginais même plus avec un bébé dans les bras, en fait. Je visualisais plus du tout ce bébé. Je m'imaginais plus maman une deuxième fois, c'est fou, hein, parce que j'avais un ventre énorme, mais je me voyais plus l'accueillir. Et puis, bah, je suis allée coucher notre fille donc de 4 ans, et je lui ai dit, bah écoute, j'ai quelques petites contractions, mais ça faisait déjà des jours que je disais ça tous les soirs, en fait. Donc, je lui ai dit, voilà, il se peut que cette nuit, je puisse pas venir te voir si tu m'appelles, ou alors que ça te réveille peut-être les bruits. Et je l'avais bien préparée, elle savait à quoi ça ressemblait une naissance, elle connaissait tous les paramètres. Moi, c'était un paramètre très important parce qu'on avait prévu qu'elle soit avec nous. Donc c'était très important qu'elle soit pas à me parler toutes les secondes si elle se réveillait pendant la naissance. Voilà, elle savait ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait mieux éviter de faire pour que tout se passe bien. Donc je suis allée la coucher en lui disant bah peut-être que cette nuit son frère va arriver. Et elle n'y croyait pas non plus, elle n'y croyait plus du tout. Elle me dit oui, je pense pas, ça sera pas ce soir. Et puis bah, avec son papa en fait, quand j'ai fini de l'endormir, je suis revenue en salon. Son papa il adore les jeux de société, donc on a commencé à jouer à un truc, c'est un peu comme un peu sur le même principe que le Jenga, un truc d'équilibre. Donc pendant, je dirais, une demi-heure, je pouvais y jouer. Et après, je dis, c'est plus possible, hein. On va s'arrêter. On va commencer à préparer un petit peu toutes les dernières choses parce que je pouvais plus du tout me concentrer sur le jeu. J'avais des contractions qui devenaient euh, vraiment fortes et des contractions que je ne connaissais pas. Comme quoi, chaque travail est différent. Mais là, j'avais vraiment des douleurs dans le dos très, très, très intenses. Et du coup, bah, en fait, lui, il a été parfait parce qu'il avait tout préparé en amont. Ça faisait déjà des jours, en fait, que mon petit coin était prêt. Tout était là où ça devait être. Donc, j'ai eu plus qu'à m'installer. Et puis, bah, comme on était à la maison, il m'a ramené plein de trucs à manger, à boire. Et tout le début du travail s'est passé qu'entre nous, que tous les deux. Euh, Lui, il me parlait beaucoup. Et puis à un moment, bah, j'ai senti que je quittais un petit peu, on va dire, la réalité parce que je l'entendais plus. Je me concentrais plus du tout sur ce qu'il me disait. J'étais vraiment ailleurs. Et puis, euh, et puis en fait, donc le temps s'est un petit peu déroulé. Moi, j'ai plus vraiment la notion du temps. En fait, lui, il l'a plus que moi. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça s'est passé assez vite certains moments parce que j'étais vraiment dans l'intensité du travail. Parce que oui, c'était douloureux, c'était très douloureux, mais c'était une douleur que j'attendais depuis tellement longtemps, en fait, mais j'étais ravie de la vivre, en fait. Et Mm. puis, mais du coup, voilà, il s'est passé un bon moment, on n'était que tous les deux, c'était très doux. Et puis, bah, tout à coup, on a entendu la porte du couloir s'ouvrir et notre fille a débarqué. Notre fille a débarqué. Et, euh, et en fait, bah, Julien, il a eu le réflexe d'aller la recoucher. On sentait qu'il y avait encore ça pouvait encore durer un petit moment, donc il allait la recoucher. Et puis je me suis retrouvée toute seule en fait dans notre salon. Je me suis retrouvée toute seule. Lui après coup, il m'a dit que ça avait été un peu dur pour lui parce que il a eu l'impression, je pense, de m'abandonner dans un moment douloureux
compliqué, intense. Et puis en fait, moi, j'ai vraiment remercié le fait que ma fille vienne le récupérer en fait, parce que j'ai, j'aurais pas eu, on va dire, la force de lui dire, écoute, va faire tes affaires, va faire autre chose, ne me regarde pas. Parce qu'en fait, lui, je savais que ça lui tenait à cœur. Enfin, voilà, c'est un, c'est un, c'est un vrai allié, en fait, dans ce moment. Il voulait être à côté. Mais la vérité, c'est que j'ai apprécié ce moment toute seule, qui a duré, je pense, une bonne demi-heure. Ouais, une bonne demi-heure. Euh, donc j'étais toute seule, donc j'en ai profité pour aller aux toilettes. Chose que peut-être je ne me serais pas autorisée à faire, je sais pas. Mais j'en ai profité pour aller aux toilettes, pour changer de posture plusieurs fois. Et puis en fait, je pense que le fait d'être toute seule a accéléré le travail parce que j'ai rompu la poche des os au moment où j'étais seule. Ça m'a vraiment impressionnée parce que il y avait vraiment beaucoup d'eau. Et ça, je me rappelais pas du tout. Pour ma première fille, je me rappelais pas que c'était comme ça. Comme quoi on oublie, hein, mais là, je me suis souvenu qu'en fait, à partir du moment où la poche des os était rompue, le travail s'accélérait et surtout pouvait devenir plus douloureux aussi. Donc, je me suis dit, ok, là, on rentre dans la phase importante, la phase décisive. Donc, là, je l'ai appelé, j'ai crié. Je lui ai dit que c'était le moment de revenir. Et en fait, notre fille dormait pas encore à ce moment-là. Elle savait sûrement que voilà, la chose à laquelle je l'avais préparée pendant 9 mois était en train de se passer. Donc, évidemment, après coup, je me dis, elle ne serait jamais rendormie. Elle voulait juste être là. Et donc, il l'a laissé, il est revenu. Il m'a encore chouchouté, il a tout nettoyé, il m'a mis au sec, il a tout remis propre. Hein. Parfait. Et, et en fait, il a dû repartir voir notre fille qui pleurait parce que elle avait dû dire qu'elle n'avait pas l'autorisation de venir, donc elle ne se permettait pas de venir sans notre accord. Donc il est parti la chercher, je lui ai dit qu'il pouvait la ramener, que voilà, c'était OK pour moi. Euh, à ce moment-là, je sentais vraiment, vraiment que c'était imminent, en fait. Ça a été rapide, hein, parce que le travail a commencé, je dirais, vers 22h30. 23h, vraiment, c'était intense. Et, et là, il était minuit, donc enfin, non, il était un petit peu quand même avant minuit. Mais notre enfant est né à minuit 7. Donc ça a été, tu vois, assez rapide quand même. Et donc il est revenu avec notre fille, qui d'habitude est une vraie pile. Et puis là, elle s'est assise sur le canapé, elle a mis un petit plaid sur ses genoux et elle a juste observé. Et, et en fait, là, tout est allé très vite. J'ai vraiment senti mon bébé s'engager dans le bassin. Euh, je me rappelle pas si à ce moment-là, je vocalisais beaucoup ou pas, j'en suis pas vraiment rendu compte. Mais, euh, mais je ressentais vraiment les choses de façon tellement forte que je me souviens m'être dit, en fait, c'est trop. Je vais mourir, en fait. Et encore une fois, ça m'a pas angoissée parce que ça peut paraître enfin, fou de dire ça à des personnes qui peut-être n'ont pas conscience, des femmes qui ont pas conscience qu'elles sont capables de faire la même chose que j'ai fait. Parce qu'il y a rien de surnaturel, il y a rien de fou en fait. Moi, je suis très gênée quand je reçois d'ailleurs des commentaires me disant que je suis extrêmement forte et tout. Enfin, c'est vraiment pas le ressenti que j'ai. Mais, donc, il m'est arrivé à plusieurs reprises de penser ça, de me dire, mais je vais mourir. L'intensité, elle est trop forte. Et puis encore une fois, tu vois, la préparation mentale a joué en ma faveur parce que je me suis souvenue qu'encore une fois, c'est un moment normal qu'il faut passer, que le moment où on a l'impression qu'on est complètement submergé, en fait, ça veut dire qu'on a encore franchi un stade qui nous rapproche de notre bébé. Donc, voilà, je passais par des moments où j'y croyais plus, ça durait une fraction de seconde, et après j'étais ravie. Donc en fait, ça donnait encore un autre élan, je pense, au travail. Euh, J'avais mis aussi plein de petites cartes de visualisation, de pensées positives et tout autour de moi, sur nos murs. Donc j'avais mis des messages forts, des messages importants qui m'avaient porté pendant la grossesse. Et ça m'a servi, tu vois, à certains moments de les regarder,
de me souvenir que bah, tout ce que je vivais, là, c'était normal, que fallait pas perdre pied, que c'était beau. Et, euh, et en fait, de cette façon, bah, je me suis encouragée toute seule. Je parlais beaucoup encore à mon bébé. Je pense que plus on s'est approché du moment de la naissance, plus je lui ai parlé à voix haute, en fait. Plus je lui parlais, je l'encourageais lui. C'était plus moi, c'était lui, en fait. Je lui disais, OK, maintenant c'est le moment de venir. Je lui disais qu'il était brave, qu'il était courageux, que j'avais confiance en lui. Et bah, j'ai donné naissance à Aylan en position à quatre pattes, semi-accroupie à quatre pattes. Donc, c'est son papa qui l'a accueilli. Euh, c'est lui qui a enlevé son petit tour de cordon autour du cou. Et, euh, et Aylan a crié en sortant, on va dire, a poussé un beau cri. Et je me suis dit, bah, les choses sont bien faites parce que Julien, il avait une seule crainte, je crois, dont il m'avait vraiment fait part à plusieurs reprises. C'était bah, qu'il faille vraiment voilà, l'encourager à revenir, à reprendre un peu ses esprits, on va dire, à la naissance. Parce qu'on savait qu'un bébé pouvait venir un petit peu, voilà, éprouvé, quoi. Et en fait, bah, je me suis dit, mais en fait, ce bébé, il est parfait. Il est parfait parce qu'il a senti qu'il fallait nous rassurer sur ce point. Et puis, il a poussé un beau cri en naissant. Et puis après, plus rien. Plus rien. Julien me l'a remis. Donc, il est resté vraiment pas longtemps entre ses mains et il me l'a remis tout de suite. Et ce moment, il est très flou pour moi. Il a pris des belles photos qui me permettent de voilà, remettre un peu les morceaux du puzzle à la bonne place. Mais sinon, j'ai vraiment un souvenir flou de ce moment parce que pour moi, c'était comme dans un rêve en fait. J'avais pas l'impression que j'avais fait tout ça. Là, d'un coup, en fait, je prenais conscience de tout ce qui s'était joué. Je prenais conscience en fait bah, que j'avais fait quelque chose de quand même assez rare, on va dire, et que je m'étais fait confiance et que c'est bon, c'était là, tout allait bien. Donc j'étais complètement dans un autre monde et Aylan était, je crois déjà tout silencieux, les yeux grands ouverts, donc vraiment ultra présent quoi. Dès le début. Il nous observait, enfin, c'était assez incroyable. Et puis, euh, et puis bah, il a fait connaissance avec sa sœur. Qui d'accord, d'ailleurs, je l'ai pas dit, je l'ai écrit dans mon récit à l'écrit, mais elle a été très encourageante elle aussi parce que j'avais quand même un petit peu peur. Les enfants, ils sont imprévisibles à 4 ans, on a beau les préparer, on sait que voilà, il y a quand même une part d'imprévisible dans leur comportement, dans leur caractère. Et en fait, elle a été très 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 calme. Elle est restée sur son canapé à me regarder et elle s'est levée, je crois, 3 minutes, 2-3 minutes avant que son frère naisse pour de bon. Elle s'est levée et puis elle m'a juste dit maman je t'aime, t'es forte. Elle m'a fait un gros bisou et elle est repartie s'asseoir. Et ça c'était vraiment juste avant que bah, qu'il arrive. Et je pense qu'elle m'a donné tu sais, justement un peu d'ocytocine pour m'aider sur la toute dernière ligne droite. Et voilà, après ça a été tellement doux en fait que on est resté pendant un long moment à s'extasier mais en silence, tu vois. Il y avait un petit peu de musique en fond, même qu'on a baissé. On était dans une ambiance très très douce. Euh, Julien, il parlait à notre fils, notre fille aussi. On l'accueillait, voilà, on lui parlait. Et puis moi, bah, j'attendais surtout bah, que la dernière phase arrive, la délivrance du placenta. Je savais qu'il fallait pas que je me repose trop sur mes lauriers, que voilà, que fallait pas que j'estime que c'était la fin de la naissance. Donc, je continue un petit peu à bouger, changer un petit peu de position voilà, pour provoquer un petit peu bah, la sortie du placenta. Et bah, entre-temps, d'ailleurs, Julien, il était en communication, mais écrite, un petit peu avec ma sœur qui est sage-femme au Québec. Et que je remercie beaucoup parce elle m'a vraiment soutenue à distance.
Et en fait, Julien m'a dit qu'ils s'étaient beaucoup parlé tous les deux pendant toute la fin de grossesse. Et en fait, elle m'en a pas parlé parce qu'elle voulait pas me rajouter un poids, tu vois, supplémentaire. Donc ça a été quand même un très beau soutien pour lui et pour moi. Et du coup, voilà, à la fin, il lui a envoyé quelques messages pour lui dire est-ce que c'est bon, le placenta est toujours pas sorti, parce que ça a pris quand même 1 heure entre la naissance de Aylan et le fait que le placenta sorte. Moi, j'étais pas du tout inquiète. Alors moi, j'étais en train de surfer j'étais en... j'étais en train de planer, je pense. J'étais vraiment loin d'atterrir encore. Et puis, je me dis, oh, ça va, 1 heure, c'est rien. Je pense que ma sœur, elle a dû se dire, bon, 1 heure, ça va, faut commencer peut-être à l'espérer un peu, quoi. Et moi, j'avais lu beaucoup de récits de naissance, vraiment des dizaines et des dizaines, des dizaines. Et j'avais l'impression, quand même, la moyenne, c'était, voilà, que 1 heure, c'était dans la moyenne, quoi. Donc, j'étais pas du tout angoissée. Et là où j'ai eu un petit doute, c'est qu'avant que le placenta sorte, bah, en fait, il y a eu une sorte de masse qui est sortie. Je me suis dit, oh, est-ce que c'est un morceau du placenta? Auquel cas, c'est pas bon du tout. Et en fait, non, ma sœur, heureusement, à distance, a pu nous dire, bah non, si c'est comme ci, si c'est comme ça, c'est que c'est un caillot. Et je savais pas qu'un caillot de sang, d'ailleurs, pouvait être aussi gros. Euh, donc voilà, c'est le seul petit doute que j'ai eu après coup. Et, euh, et puis le placenta est arrivé. Et là, c'est bon. Je savais que c'était la fin, que je pouvais enfin me reposer sur mes lauriers. Et, euh, et j'ai tout de suite dit à Julien, bah regarde s'il est entier, regarde s'il est complet. Enfin, je sais que c'est important. Moi c'était plus ce côté-là, en fait, où je n'étais pas stressée, mais je savais qu'il fallait être très vigilant, en fait. Le bébé, j'avais vraiment, mais aucun doute quant au fait qu'il allait sortir sans aucun problème. Et par contre, le placenta, voilà, je savais que quelquefois, faut quand même surveiller les saignements. Enfin, voilà, j'avais repéré quelques petites choses qu'il fallait checker, on va dire, à la fin. Donc, bah ça, pareil, j'ai délégué à Julien. Il a, il a vraiment été top pour ça, en fait. Et du coup, bah, il a vu que tout était OK. Il a pris les empreintes qu'il voulait faire du placenta pour en garder quelques souvenirs. Et puis après, bah, c'est lui qui a géré bah, tout le côté embaumement, on va dire. Parce que comme je disais, notre bébé, on avait choisi que ce soit un bébé lotus, donc qu'il reste connecté à son placenta jusqu'à ce que le cordon se détache de lui-même. Et bah, en fait, je me suis renseignée moi. J'ai transmis à Julien ce que j'avais lu. Il a lu certains livres et tout à ce sujet aussi. Mais en fait, je pensais pas que j'allais tout lui laisser faire. Moi, il faut savoir qu'à aucun moment je n'ai touché le placenta. À aucun moment je m'en suis occupée. Ça m'a pas manqué finalement parce que j'étais dans autre chose en fait. J'étais dans autre chose. Et lui, il a pris un plaisir fou à s'en occuper, à le changer après tous les, tous les jours après la naissance. Euh, et puis voilà, après, bah, la beauté d'être à la maison, c'est que pendant qu'il s'en occupait, pendant qu'il parlait avec notre fille, etc., eh ben, moi j'étais à la maison. Je me suis dit, bah, trop bien. J'ai pu prendre ma douche, j'ai pu. En fait, j'en revenais pas. En sortant de la douche, je me disais, bah, en fait, ça ressemble à ça, un accouchement à la maison. C'est aussi simple que ça, en fait. Enfin, je me suis dit, j'en ai. Il y a beaucoup de personnes qui imaginent, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, que c'est quelque chose d'assez d'assez extraordinaire. Alors, oui, dans le sens où c'est extraordinaire, ça sort de l'ordinaire, c'est vrai. Mais par contre, il y a vraiment rien il y a vraiment rien de fou, en fait, à mes yeux. Ça a été d'une telle simplicité que qu'en fait, je me dis, mais non, ce qui est dur, c'est d'aller à la maternité, de savoir, d'estimer quand est-ce que c'est le bon moment, de, de se faire souvent refouler parce que les autres estiment que c'est pas le bon moment. Et puis, bah, le postpartum me paraît super compliqué, en fait, euh, quand on est en maternité. Alors que là, et ben, en fait, on est allé se coucher à 3 heures du matin, tous ensemble.
Et puis, voilà, c'était fini et à la fois c'était le début en fait. Mais c'était tellement doux que il faudrait, je pense, que j'en parle dans un live, en fait. Tu vois, je me dis, il faudrait que j'en refasse un pour parler de ça. Parce que j'ai l'impression que j'ai écrit un récit de naissance et que là, j'en parle, mais j'ai peur de conforter certaines femmes dans le fait que ce soit quelque chose de dingue, tu vois. Alors que non, moi, je veux vraiment donner la sensation qu'en fait, mais tout le monde est capable. Vraiment tout le monde. Euh, Quand on a peur de la douleur, bah, moi, je dis souvent que ma motivation pour, euh, pour mon premier enfant, ma motivation à avoir un accouchement physiologique, c'était pas la beauté du naturel. J'étais pas du tout rendue encore à ce stade-là. Euh, c'était, c'était même pas pour le bien-être du bébé ou, enfin voilà, c'était pas pour toutes ces belles choses auxquelles maintenant je crois et j'en suis convaincue. C'était uniquement par crainte des épisiotomies, des forceps, des interventions en fait. Voilà, j'ai choisi à la base un accouchement naturel parce que j'avais peur. Et en fait, heureusement que j'ai eu peur parce que je me rends compte que maintenant, en fait, c'est tellement. J'ai des retours en tout cas d'amis pour lesquels ça a été tellement douloureux, tellement dur les suites de couches que voilà, moi la réalité c'est que j'ai beaucoup saigné pour ma fille en postpartum. Là pour notre fils, bah, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, je pense que voilà, tout le monde en est capable. C'est le message que j'aimerais transmettre en tout cas, que vraiment tout le monde en est capable et que je suis pas du tout je suis pas du tout une femme hors du commun. Moi, dès que je me fais mal, je vais parler de ma blessure et un truc tout petit sur le doigt pendant des jours. Julien pourrait témoigner. J'ai vraiment un rapport à la douleur qui est particulier, hein. Accoucher sans péridurale, il n'y a pas de souci. Par contre, des petits bobos du quotidien, ça va être horrible pour moi. Donc, je pense vraiment que la préparation est psychologique, en fait. Voilà, j'ai eu une préparation psychologique qui a duré de la fin de la première naissance de notre premier enfant à la naissance du second. Pendant tout ce temps, en fait, voilà, j'accueillais déjà notre enfant qui allait arriver, déjà plusieurs années avant, tu vois. Je préparais le terrain. Alors, je regarde, il va rester 8 minutes. Oui. Donc, alors, je remets, parce qu'en fait, là, je jongle avec l'écouteur et mon chargeur pour que les deux fonctionnent Ah mieux. ouais. Alors, donc on va essayer de faire rapide pour les questions. Alors, tout d'abord, un immense bravo. Comment as-tu géré ce projet de naissance avec les moultes questions posées par le personnel médical lors des échos obligatoires, prise de sang, etc. Ah. Bah en fait, ça va être simple. Les prises de sang, j'en ai pas fait. J'ai fait le choix de pas en faire. La sage-femme que j'ai vue pour le premier rendez-vous a été très sympa. Elle m'a fait une ordonnance qui durait 9 mois. Donc elle m'a dit, quand tu ressens le besoin de faire des sérologies, des examens sérologiques, tu y vas. Si tu n'en éprouves pas le besoin, tu n'y vas pas. Et donc j'ai fait une prise de sang tu sais, pour la toxoplasmose et quoi, je sais plus comment ça s'appelle, toxoplasmose et l'autre chose. Je l'ai fait au premier mois et puis après je l'ai plus fait du tout. Et les échographies, par contre, ça j'ai fait le choix de faire les 3 échos. Et en fait, j'ai fait 3 échos avec des personnes différentes. Et en fait, je me suis jamais étalée sur mon projet de naissance, tout simplement. Je suis partie du principe que ça les regardait pas. Et puis quand à la première écho, on m'a quand même demandé vous êtes suivie par qui? Bah à ce moment-là, j'ai répondu sans mentir que j'étais suivie par des sages-femmes libérales. Et voilà. Mais après, j'en ai plus parlé du tout en fait. Je me suis dit vivons heureux, vivons gâchés. Oui. Alors après, il y a eu quelques commentaires, tu sais, sur au moment de la déclaration à la mairie. Ouais. Donc, il y a quelqu'un qui dit malheureusement, toutes les mairies ne proposent pas les 3 choix qu'ils t'ont proposés. Ouais. Et ensuite, il y a une personne qui dit, j'allais dire, c'est grâce à vous, en fait, qu'ils vont probablement en parler, ne serait-ce que dans leur propre entourage. Voilà, d'avoir planté des petites graines, que c'est possible, voilà, parce qu'ils avaient cette curiosité. Ouais. Oui. Oui, ça pour le coup, je me dis,
c'est louable. C'est Hmm. déjà bien. Ouais. Alors ensuite, c'est comment avez-vous géré les examens faits aux nouveau-nés à la maison? Alors, on a eu cette chance. Alors, peut-être que beaucoup de personnes se diront, mais ils ont eu beaucoup de chance en même temps dans leur parcours. Mais, on a eu cette chance d'avoir dans notre entourage, tu sais, l'instruction en famille, un papa qui est médecin à Rennes Hmm. et à qui j'avais demandé déjà bien en amont dans la grossesse, est-ce que ce sera possible que ce soit toi qui fasses l'examen du 8e jour, je crois, qui est dit obligatoire, parce que je me voyais pas du tout aller à l'hôpital pour le faire. Et du coup, en fait, voilà, on est allé, c'est nous qui nous sommes déplacés au 8e jour, il nous a reçus. Donc on a eu cette chance de pas avoir de jugement parce qu'il était au courant en fait des conditions de la naissance, etc. Hmm. Alors, Donc du as-tu coup, par pensé... contre, Pardon. excuse-moi, désolée, mais juste je complète parce que je me dis peut-être que ça va pas être clair pour la personne qui a posé la question. Mais en fait, Aïlène n'a pas été vue par un médecin, en tout cas directement après la naissance. Hmm. Voilà. On a veillé à certaines choses. Encore une fois, je m'étais renseignée sur ce qu'il fallait regarder. Enfin voilà, mais il n'a pas été vu avant le 8e jour. Hmm. Je suis désolée, j'essaye de faire vite parce que c'est génial, il y a eu vraiment plein de questions. As-tu pensé à l'accouchement dans l'eau? Oui, j'ai harcelé Julien pendant plusieurs jours pour lui dire il faut que la baignoire soit propre, il faut que la baignoire soit propre. et, puis, et puis en fait, non, il m'avait prévu un sorte de magnifique cocon au sol et j'ai trouvé ça trop bien. Et du coup, j'ai complètement éclipsé le fait d'accoucher dans l'eau. Hmm. Donc, il faudrait que l'on puisse vivre tout ça en maternité, que ce soit accompagné avec beaucoup de Ouais. bienveillance. Ça rassurerait tellement de femmes. Merci Asilis pour ces partages live et Mm. post. Et bravo. Bah oui, Vas-y, oui, je non, t'envoie, je te relis tout l'amour qui t'envoie. Ouais, ça fait toujours plaisir, en tout cas, c'est trop bon. Je continue à surfer, moi, sur ma vague d'ocytocine depuis un mois. Hmm. Alors, du coup, pas de fameux examen pour la trisomie. C'est génial ce mindset que tu as eu. Cela devrait être la norme. Si, par contre, moi, j'ai fait l'examen du dépistage. Je l'ai fait en me demandant jusqu'au dernier moment si je le faisais. Parce que je me suis donné la liberté pendant toute la grossesse de dire non, enfin d'accepter ou pas les examens qu'on nous impose souvent. Voilà. Hmm. Mais oui, celui-ci, je l'ai fait par contre. Hmm. Alors, il y a Flavie qui dit que tu es belle en direct. Elle est trop mignonne, mais c'est mes copines. Voilà. Ben, on est arrivé au terme des questions. Oui, Il nous reste 2 minutes. Oh, comment ouais, ça s'est trop bien passé. parfait. Bon timing là. C'est ça. Ça me tenait vraiment à cœur que tu puisses vraiment dérouler ton flow et en même temps, voilà, il y avait cet enthousiasme dans les commentaires. Mm. Voilà. Euh, Ah, mais il y en a une dernière qui arrive, c'est par rapport au diabète. Est-ce que tu l'avais fait aussi? Alors non, Avec je la l'ai pas petite fiole fait. à boire. Non, 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 je l'ai pas fait. Mais en fait, pour le coup, le premier examen que j'ai eu avec la sage-femme, je suis tombée sur une sage-femme qui m'a dit, vous n'avez pas eu de diabète pour votre fille? Non? Ok, bah, vous serez pas embêtés, il y aura pas d'examen pour cette grossesse. Donc D'accord. très bien, parce que je ne comptais pas le faire. Euh, Si jamais ça intéresse, je partagerai par la suite un petit réel que j'avais fait justement au sujet du diabète Ouais. concernant ce qu'avait retranscrit Michel Audin. Ah bah ouais. Alors, euh, est-ce que avant que ça se termine, il y a quelque chose qui te tient à cœur que tu aimerais partager, que voilà, tout à l'heure tu as vraiment insisté sur le fait que c'était pas quelque chose d'exceptionnel. Effectivement, c'est pas la norme, et en même temps, euh, on- tout le monde peut y toucher. Oui. Tout le monde peut s'en approcher. Ça m'a beaucoup fait penser, tu sais, à André Stern, tu sais, qui dit je ne suis pas un être exceptionnel. J'ai un parcours qui m'a permis de vivre ce que j'ai vécu. Et est-ce que tu as envie de revenir là-dessus ou est-ce qu'il y a autre chose qui monte et que tu as envie de partager?
Bah, non. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.